Youssouf, je suis de nationalité comorienne, je suis économiste de formation, diplômé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai une maîtrise en analyse et politique économique et puis j'ai fait un master 2 en gestion macroéconomique et administrative. Je suis père de famille, j'ai 2 filles et un garçon, mariés. En fait, après mes 4 années d'études, j'ai fait 1 an au Centre d'études de politique pour le développement au Sénégal. C'est un centre comme ce que nous venons de créer à l'Union des Comores. Par contre, question de logistique et de ressources humaines, ça n'a rien à voir. Au niveau du centre du CEPOD au Sénégal, j'ai été assistant de recherche en économie et finances publiques. Donc j'avais comme mission, ou bien nous avions comme mission d'évaluer toutes les politiques publiques que l'État compte engager au niveau national pour voir les similitudes, pour pouvoir analyser et donner au ministre ou bien à l'institution qui était concernée de la mesure, quelles sont les externalités positives et négatives qui restent derrière l'initiative que le ministère ou que le ministre compte engager le gouvernement sénégalais. Donc, dedans, j'avais comme mission principale de faire une évaluation des dépenses publiques, en fait, des politiques budgétaires sénégalaises de 1960 jusqu'en 2010. Parce que le Sénégal passait, en fait, qui étaient les budgets moyens rentrés dans les budgets programmes, c'est qu'on appelle CDMT. Et donc, il y avait 4 ministères au départ. Donc, quand on voulait généraliser, donc il fallait faire l'évaluation et faire les propositions pour la généralisation des CDMT au Sénégal. Donc, c'était comme une mission principale. Quand il y a eu le nouveau régime, donc pendant la campagne électorale, le président, son excellence, avait comme slogan « Un jeune, un emploi ». Donc une fois au pouvoir, il fallait voir comment rendre ça accessible ou bien rendre ça opérationnel. Donc il y a une équipe au commissariat général de plan. Nous avions travaillé pour voir comment on pouvait créer au minimum 5000 emplois, au minimum en 2 ans, c'est-à-dire en moyenne de 2500 emplois par an. Et donc, toutes les procédures ont été lancées. On a fait le mapping, on a fait le cadrage, l'initiative. Donc, il restait en fait la mise en œuvre du programme. Donc, un chef de programme a été recruté. Et moi, j'ai travaillé comme un expert. On a fait notre devoir, c'est de produire des documents, de produire des informations. Et donc, la mise en œuvre, elle est restée beaucoup plus, elle est toujours politique. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas travaillé avec l'équipe pour faire une espèce d'évaluation, voir exactement combien ont été créés, ou bien qu'est-ce qui a freiné. Donc là, je peux pas me prononcer parce que après quelques mois après, j'ai quitté le plan pour aller travailler dans une autre structure. En 2007, 2008, oui. Quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai écrit sur la microfinance au Comores. En fait, j'ai voulu traiter un sujet qui me paraît important. C'était la microfinance et lutte contre la pauvreté. Et j'ai bien stipulé ma recherche sur le cas des Comores. Mais malheureusement, toutes les recommandations que j'ai faites en 2007, disons 2008, sont valables jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, la MIC n'arrive pas, ou bien les Comoriens, ou bien ceux qui ont pensé à la mise en place, ou bien à la création de ces structures de microfinance. Ces structures de microfinance ne donnent pas satisfaction, normalement, à l'idée initiale de création. De ma part, j'ai tenté, c'était en 2008, je prends 2008, voir qui, au niveau national, était pauvre et qui a eu un prêt
raisonnable de la Mecque et qui puis après est devenu riche ou bien il a pu créer d'autres emplois. Donc quand j'ai voulu faire l'enquête, étant à l'extérieur, donc j'ai rentré sur les réseaux sociaux, je renseignais des gens sur place, donc la question était difficile d'être répondue. Une fois retourné aux Comores, j'ai animé une conférence débat sur le même sujet au Palais du Peuple avec l'ancien directeur exécutif de la Mecque Moroni, M. Shamsuddin Turki. Et le même problème c'est encore soulevé. Et donc, moi je pense que peut-être la Mecque joue, mais la Mecque ne matérialise pas l'autre côté positif de son activité. Pourtant, de vue simple, tu vois beaucoup de gens qui viennent te demander je veux un prêt parce que là j'ai mis mon or à la Mecque Moroni, l'échéance est passée, prête-moi quelque chose pour aller récupérer mes biens. Et donc ça montre que, et c'est là encore une étude que nous venons de terminer sur le système d'évaluation, sur le système du financement du développement aux Comores. Et donc on travaillait sur plusieurs thématiques, mais quand on est rentré au niveau du système financier, on est tombé aussi sur le cas de la Mecque Moroni. En fait, la Mecque joue un grand rôle sur la place en question de prêts. Mais à 90%, disons, ces prêts sont des prêts commerciaux. Et ces prêts-là ne sont pas encadrés. Ces prêts-là ne sont pas suivis. Mais tu amènes ton nom parce que c'est des prêts sur gage. Et donc, je pense que, je ne dis pas que les mecs ne travaillent, si les mecs travaillent peut-être bien, mais l'idée principale qui était des initiateurs de ce courant en microfinance, on peut se dire qu'il y a beaucoup à faire. Quand vous regardez le panier de prêts de la Mecque Moroni, c'est vrai, il existe des prêts productifs. C'est-à-dire si vous voulez faire de l'agriculture, si vous voulez faire de la pêche, ainsi de suite, il y a ce panier de prêts. Mais le Comorien lambda, lui qui veut de l'argent facilement, ou bien très rapidement, d'une part. De l'autre part, il ne faut pas aussi oublier que la Mecque, l'argent qui prête, c'est les dépôts des autres. Alors la Mecque doit être sûre que si elle donne 10 000, mais elle a 10 000 pour celui qui a laissé ces 10 000 à la Mecque Moroni. Donc, en voulant minimiser les risques, peut-être qu'une question viendra sur ça, en voulant minimiser les risques, la Mecque joue sur la rentabilité courte et facile. Donc, la Mecque joue sur les crédits sur gage, ce sont des crédits qui n'ont aucun risque. Parce que quand vous faites un prêt de 300 000, c'est sûr que le gage que tu as laissé, il est évalué à plus de 800 ou bien 2 fois plus le montant qu'on te donne. Donc c'est des prêts à risque zéro. Et donc en voulant se donner plus d'argent, la Mecque joue, et peut-être comme tout le monde, lui, il ne fait que maximiser son profit en minimisant tout risque. La Mecque oublie d'une part cette vision-là, parce que ceux qui sont là aujourd'hui, peut-être ils n'étaient pas là le jour qu'on crée les Mecques. Et donc maintenant, ceux qui sont là aujourd'hui, ils se trouvent dans l'obligation de faire de la Mecque une banque, par exemple. Peut-être qu'on a raté le coaching, qu'on a raté la vision de la Mecque, mais maintenant la question qu'il faut peut-être qu'on devait poser, est-ce que faut-il continuer ou bien il faut que la Mecque revienne sur ses objectifs principaux. Donc, si la question a été posée ainsi, moi je demanderais à ce qu'il y ait une réflexion, même des assises sur les microfinances aux Comores. Revenir sur l'idée principale. Pourquoi ces institutions? À quoi ça sert? Qui sont les bénéficiaires? Et qui doivent être? Parce que il ne faut pas aussi oublier que l'initiative, c'est qu'avant les institutions de microfinance, il y avait en fait l'accès à la bancarisation. Vous savez, les gens étaient vulnérables. Quand tu travailles au marché, tu ne pouvais pas mener tes habits sales, aller à la BIC pour récupérer ou bien pour déposer ton argent. Mais on a fait un système vraiment inclusif pour que quiconque peut aller déposer et retirer son argent. Et donc, celui-là a marché, mais
le sens de vouloir réduire la pauvreté, de donner accès à l'industrialisation, de donner accès aux plus démunis à un financement productif, peut-être là, je suis d'accord avec toi, que ce rôle n'est pas encore. Parce que les mecs, en fait, c'est peut-être 10 fois plus grand que les Sandouk. Mais en fait, toutes les deux se retrouvent dans le même système. C'est le financement et les institutions microfinance. Donc, la différence, c'est que, pour moi, c'est que j'ai constaté que les mecs sont beaucoup plus structurés, avec des institutions fortes et avec des adhérents encore beaucoup plus nombreux. Par contre, les Sandouk, c'est comme si des institutions de micro. En fait, maintenant, la Mecque est devenue comme la place de la Mecque sur le marché. La Mecque représente parfois jusqu'à 20% des prêts sur le marché. Donc, ça montre que la Mecque peut dépasser largement la BIC ou bien la BFC ou bien l'Exim Bank en question de prêts et d'épargne. Par contre, les Sandouk, ce sont des micro-institutions aussi et qui rentrent dans la même productivité et dans la même démarche. Selon les enquêtes que nous menons au niveau des Sandouk, les gens pensent qu'au niveau des Sandouk, c'est beaucoup plus, il y a un suivi pour ceux qui prennent au niveau des Sandouk, beaucoup plus sur enjoint. Beaucoup d'opérateurs sur place se sentent satisfaits du fonctionnement des Sandouk. Par contre, les Sandouk subissent aussi quelques soucis au niveau de la Grande Comore. Vous connaissez nos mentalités de grand mariage, vous connaissez nos trucs villageois. Donc la gestion des Sandouk n'est pas encore beaucoup plus solide comme la gestion des mecs. Par contre, les bénéficiaires des prêts au niveau des Sandouk qu'au niveau des mecs, ceux des Sandouk pensent que le suivi et l'accompagnement des Sandouk est beaucoup plus approprié qu'au niveau des mecs. En fait, la gestion des ressources humaines de l'institution n'engage que ceux qui gèrent ces institutions. Par contre, cette question est toujours posée même au niveau des banques. On se pose la question, pourquoi faire Bac+5 allait être un agent de guichet d'une banque ou bien d'une institution de microfinance? N'en parlons pas la MEC. Aujourd'hui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais peut-être je me dis que est-ce que la MEC ou bien les dirigeants ne veulent pas d'abord s'approprier des ressources humaines et puis demain lancer d'autres produits. Mais si cela s'avère qu'on recrute juste pour aller occuper ces postes, je pense qu'au niveau de la masse salariale, au niveau des charges de l'institution, je trouve que c'est pas une bonne chose. Parce que recruter quelqu'un Bac+5 et recruter quelqu'un Bac+3, aller gérer un guichet ou bien aller gérer des crédits sur gage, si c'était moi, j'allais prendre Bac+3 parce que la charge salariale allait être moindre que embaucher quelqu'un de Bac+5 plus des années d'expérience. Donc, ma proposition, si la MEC compte relancer d'autres produits, et la MEC doit relancer d'autres produits parce qu'aujourd'hui, elle est bien calée et elle a des réserves que peut-être supérieures à d'autres banques sur place. Donc, je pense que aussi, les risques sont sociaux parce que si ça tombe, c'est nous qui tombons. Et donc, je pense que les mecs ou bien les institutions de microfinance doivent s'engager à créer d'autres produits créateurs de revenus, des crédits durables et aussi des crédits de création d'emplois décents. Aujourd'hui, les Comoriens, en fait, les Comores, selon des études qui ont été faites, nous avons des avantages comparatifs par rapport
à d'autres pays au niveau de l'océan Indien, sur par exemple la production des plantes médicinales, sur les produits cosmétiques, sur les épices, sur les fruits, et ainsi de suite. Et donc, des produits destinés à faire la promotion de ces structures, de ces produits, je pense que peut-être à court terme, oui, il y a un risque, mais à long terme, le risque sera compensé par les revenus. Mais le problème, encore une fois, c'est que la MEC n'ose pas, ou bien le système financier se place, c'est tout le système, n'ose pas prêter à long terme. Et tu ne peux pas produire, tu ne peux pas créer de la richesse en 2, 3, 6 mois. Et alors, donc, l'étude qui a été faite, que nous avions menée, on a constaté aussi ce problème. Mais quand vous posez la question aussi au secteur financier, ils vont dire que moi, je ne veux pas prêter 6 ans, dans la mesure où ce que j'ai comme dépôt, je n'ai pas des dépôts d'épargne à long terme. Donc, je ne peux pas prêter 2 ans dans la mesure où le lendemain, le déposant peut venir récupérer tout son argent. En fait, il est très urgent qu'il y ait, en fait, disons, je ne dirais pas des assises, pour ne pas entrer dans des débats, mais qu'il y ait une concertation entre opérateurs économiques, pouvoir public et le secteur privé, afin de mettre en place un système harmonisé sur le financement, parce que pas de financement, il n'y a pas de création de richesse. Donc les emplois, en fait, les jeunes sont bien formés, les possibilités y sont, mais la durabilité du crédit n'est pas assurée. Et donc, même si on fait des propositions, même si on montre les voies pour les jeunes, mais encore une fois, ils vont heurter le problème de financement. Donc, je pense que les études ont montré que les possibilités y sont. Je vais te donner un exemple. Il y a une fille qui est par exemple sur la production des produits dérivés du moringa. Mais aujourd'hui, la dame, elle fait face à une offre qu'elle n'arrive pas à satisfaire. Maintenant, c'est le côté demande. Donc, il nous faut plus des produits, il nous faut plus d'intrants de moringa que de vendre ces produits finis. Donc, c'est pour vous montrer que oui, les possibilités y sont, mais le problème se trouve aussi dans l'encadrement et le financement des initiatives.